Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de La vie nous enseigne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Cynthia, je suis infirmière et sophrologue, passionnée par la psychologie et la spiritualité. À travers La vie nous enseigne, je vous apporte des clés qui vont vous permettre de vivre votre vie de manière plus sereine et objective. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir un chapitre fascinant dans nos explorations, celui du transgénérationnel. Est-ce que vous savez que nous portons tous en nous une part de notre histoire familiale? Les choix que nous faisons dans notre vie, les peurs que nous ressentons, ou même les schémas que nous reproduisons, peuvent être influencés par des expériences vécues bien avant notre naissance. C'est ça le transgénérationnel, un héritage inconscient qui traverse les générations. Dans cet épisode, on va poser les bases de cette réflexion. On va découvrir ce que sont les loyautés familiales inconscientes, des mécanismes subtils qui façonnent nos vies parfois à notre insu. Nous allons explorer tout cela sous 3 angles, d'un point de vue psychologique, scientifique et énergétique. Cet épisode, c'est le premier d'une série de 5, consacrés au transgénérationnel. Dans les semaines à venir, on plongera dans des thématiques captivantes. La symbolique des prénoms, les choix professionnels, les schémas répétitifs. Et enfin, le lien entre le transgénérationnel et les maladies. Alors je vous propose de prendre un moment pour vous et de partir ensemble à la découverte de cet héritage invisible. Dans un premier temps, je vous propose de clarifier ce que c'est le transgénérationnel et ce que c'est que la psychogénéalogie. Le transgénérationnel désigne la transmission, souvent inconsciente, d'un héritage émotionnel, psychologique ou énergétique entre les générations. Ça peut inclure des traumatismes non résolus, mais aussi des valeurs positives ou des croyances ancrées. Dans le transgénérationnel, on ne parle pas seulement de choses négatives, il y a aussi des choses positives qui se transmettent de génération en génération. La psychogénéalogie, quant à elle, c'est une discipline fondée par Anne Ancelin Schausenberger. Elle propose de cartographier notre histoire familiale à travers des outils comme le génogramme ou génosociogramme. Cet outil permet d'identifier les événements marquants, de découvrir des secrets de famille ou des schémas répétitifs. Cette méthode nous aide à mieux comprendre les influences de notre lignée sur nos choix de vie. Cet outil, je l'utilise moi-même en thérapie holistique qui prend en compte corps, âme, esprit, en travaillant sur le transgénérationnel. Cet outil, posé de façon inconsciente, nous montre là où peut se situer certains secrets de famille, qu'est-ce que nous portons et avec qui nous sommes en lien à l'intérieur de la famille, et ce que nous pouvons porter de façon inconsciente en fonction de notre place et de ce que nous mettons en place dans notre vie. Cet outil pour moi est vraiment indispensable au travail sur soi, parce qu'il arrive bien souvent que des secrets de famille aient été enfouis, qu'il se passe des choses répétitives dans les familles afin de pouvoir mettre en lumière ce secret. Et tant que ces secrets n'ont pas été mis en lumière, les choses se répètent et les personnes peuvent avoir l'impression de subir leur vie, de ne pas mériter ce qui leur arrive. La psychogénéalogie permet de mettre en lumière ce que nous portons de négatif par rapport à nos ancêtres et de nous en libérer. Et de garder le positif qu'on porte de nos ancêtres également. D'un point de vue psychologique,
le transgénérationnel s'exprime par des mécanismes d'identification ou de répétition. On peut prendre par exemple le cas d'une personne qui échoue automatiquement dans ses projets. Cette personne, par exemple, elle pourrait reproduire inconsciemment l'histoire d'un ancêtre qui a vécu une faillite. Et en fait, pour garder cette loyauté, elle va échouer automatiquement dans ses projets, sans comprendre ce qui déclenche cet échec. Ces transmissions, elles peuvent également concerner des émotions refoulées. Ça peut être des peurs, des colères non exprimées par nos ancêtres qui se manifestent à travers nous. Peut-être que vous avez vous-même ou une personne de votre entourage des phobies qui ne sont pas expliquées. Ça peut être la phobie de l'eau, ça peut être la phobie des oiseaux, ça peut être la phobie de se retrouver dans un endroit clos, la phobie du noir, etc., etc. Il en existe des tas. Et parfois, on n'a pas d'explication à ces phobies. Il n'y a rien qui vient expliquer dans la vie. Peut-être il est possible que vous ayez peur des chiens, et il n'y a rien qui explique, en tout cas dans votre histoire ou dans l'histoire des personnes que vous connaissez, cette phobie. Et si on remonte dans les générations, on peut peut-être se rendre compte qu'on a eu un aïeul qui a été enfermé dans une cave et qui est mort comme ça, ou qui est mort noyé, ou qui a été mordu grièvement par un chien. Et ça s'est répercuté en fait sur les générations suivantes. Je vous propose d'aller voir un petit peu d'un point de vue scientifique. Donc, au niveau scientifique, aujourd'hui c'est l'épigénétique qui nous éclaire sur ces transmissions. Cette discipline examine comment les événements marquants, comme un traumatisme ou une famine, peuvent modifier l'expression de nos gènes sans altérer leur structure. C'est hyper intéressant. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que les descendants de survivants de famine ou de génocide présentent des particularités biologiques, notamment dans leur gestion du stress ou leur métabolisme. Ces découvertes renforcent l'idée que nos expériences ne se limitent pas à notre propre vie, mais s'inscrivent dans un continuum familial. C'est comme si, dans le schéma familial, une personne avait vécu un traumatisme, ce traumatisme l'a marqué dans sa chair, et dans ses descendants, ce traumatisme sera marqué. Donc les descendants vont vivre leur vie en fonction du traumatisme de l'aïeul. Peut-être, vous-même ou des personnes de votre entourage avez un besoin de stocker des denrées alimentaires. Ça arrive souvent au niveau des générations maintenant, vis-à-vis des ancêtres qui ont connu Première, Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des pénuries. Comme il y a eu des pénuries, on a été en manque. Et comme on a été en manque, ça a pu pencher des traumatismes chez nos ancêtres. Et ces traumatismes ont laissé des marques qui sont passées de génération en génération. Et aujourd'hui, on peut se retrouver à avoir besoin, une envie viscérale, d'avoir un stock alimentaire chez soi. Quand je parle de stock alimentaire, on va avoir le frigo rempli en permanence, le placard rempli en permanence, et en plus des réserves dans un autre endroit de la maison au cas où on pourrait manquer de quelque chose. Quitte à jeter ce qui périme dans le frigo au fur et à mesure. En fait, pour ces personnes, il est très important de voir les placards et les frigos remplis. Ça renvoie à une insécurité, à une peur qui se manifeste comme ça. D'un point de vue énergétique, le transgénérationnel peut être perçu comme un champ vibratoire qui relie les membres d'une famille. C'est comme si on faisait tous partie d'un système, un système où on est tous interreliés. Il existe des pratiques d'un point de vue énergétique comme les constellations familiales qui permettent d'explorer les mémoires subtiles et de libérer les énergies stagnantes. On peut le faire aussi en méditation, en chamanisme, ça peut être aussi fait en Reiki, c'est-à-dire que libérer les mémoires transgénérationnelles d'un point de vue énergétique. Maintenant qu'on a posé les bases, les définitions de la psychogénéalogie et du transgénérationnel, on va explorer un peu aujourd'hui ce que sont que les loyautés familiales inconscientes.
Ces loyautés familiales, ce sont des engagements inconscients qu'on prend envers notre famille. Ces engagements, ils se traduisent par des choix de vie dont on n'a pas conscience, des comportements ou des limitations qu'on s'impose pour rester fidèle à notre lignée. Elles peuvent être visibles, comme suivre la même carrière qu'un parent, par exemple des médecins qui ne donnent naissance qu'à des médecins. Voilà. Tous les enfants de cette lignée deviennent médecins, c'est comme ça. Ou tous les enfants de cette lignée deviennent menuisiers, c'est comme ça. Ou invisibles, comme se saboter dans ses relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, pour ne pas dépasser un membre de la famille. Peut-être qu'un ancêtre ou un parent a échoué dans ses relations amoureuses et les enfants vont auto-saboter leurs relations pour ne pas dépasser, c'est-à-dire pour ne pas faire mieux que leurs parents ou leurs grands-parents. Dans ce contexte inconscient, il y a des notions à comprendre, des notions de crypte et de fantôme qui ont été développées par Nicolas Abraham et Maria Torok. Et ces notions, elles sont essentielles. La crypte représente un secret profondément enfoui dans l'inconscient familial. C'est une mémoire cachée qui est souvent liée à un événement traumatique. Par exemple, si un ancêtre a vécu un deuil non exprimé, un descendant peut ressentir une tristesse inexpliquée, sans comprendre qu'elle provient de l'histoire de l'ancêtre. Un fantôme, quant à lui, est une manifestation qui hante la famille. C'est un non-dit, un tabou ou une douleur refoulée. Ce fantôme, il agit comme une énergie qui se transmet de génération en génération. Ça se transmet, mais on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas de quoi il s'agit. Par contre, il y a des manifestations visibles dans le quotidien de certains secrets de famille, de certaines cryptes, de certains fantômes qui sont là, qui planent dans l'inconscient et qui sont manifestés par des comportements quotidiens. Je vais vous prendre un exemple parlant, assez impactant. Si à l'intérieur d'une famille, dans les générations précédentes, s'il y a eu de l'inceste, par exemple, il est possible que dans les générations actuelles, il y ait des comportements qui vont tendre à des relations incestueuses, sans qu'il n'y ait quelque chose de concret. Ça peut être par exemple partager la même serviette pour toute la famille, partager la serviette de bain pour toute la famille. Ces comportements sont à tendance incestueuse, ça crée un climat incestueux sans qu'il y ait d'inceste. C'est-à-dire que l'enfant peut être dérangé d'utiliser la même serviette que ses parents. Mais il ne va rien dire parce que ça fait partie de l'organisation familiale, c'est comme ça. En fait, ces manifestations dans le quotidien montrent que dans les générations d'avant, il y a eu un problème par rapport aux limites entre parents et enfants. Il y a des limites d'intimité qui ont été franchies. Ça peut être des parents qui rentrent à n'importe quel moment dans la salle de bain pendant que leur enfant se lave, surtout quand les enfants arrivent au niveau de l'adolescence, ou des familles où il n'y a pas de notion de nudité entre parents et enfants. C'est-à-dire que les parents peuvent se balader nus dans la maison pour aller à leur douche, devant les enfants, sans que ça pose problème. Ça peut être confronter les enfants à des blagues sexuelles à table ou à évoquer la sexualité de manière très très libérée devant les enfants en disant « Oh, bah, c'est bon, il faut bien qu'ils apprennent ce que c'est » ou etc. Ces comportements quotidiens montrent qu'il y a eu dans les ancêtres quelque chose de l'ordre de la sexualité qui n'aurait pas eu lieu d'être. Et peut-être que tout ça n'a pas été dit. Il s'agit d'une crypte ou d'un fantôme qui est là et qui se manifeste par des comportements dans les générations futures. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais c'est important aussi de comprendre que ces loyautés, elles se manifestent souvent par des schémas répétitifs, par des sentiments de blocage ou des dates qui reviennent.
Il arrive très souvent, quand il y a des schémas répétitifs à l'intérieur d'une famille, que certaines dates de naissance reviennent, que des événements de vie arrivent au même moment ou à la même date, qu'il y ait des accidents, par exemple, qui peuvent se répéter, comme les premiers-nés ont tous eu un accident de voiture, ou sont morts prématurément, ou ont développé un cancer à tel âge. Donc tout ça, ce sont des manifestations de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été refoulées dans l'inconscient familial. Ça peut être aussi des manifestations physiques, comme des douleurs inexpliquées, qui peuvent aussi indiquer une mémoire transgénérationnelle non résolue, ou bien des maladies. Ça, on en parlera dans un autre podcast. Alors on peut se demander pourquoi ces loyautés, elles existent, parce que apparemment elles sont quand même pas là pour nous faire du bien dans le quotidien. Mais en fait, c'est tout simple, hein. C'est parce que on a besoin d'être aimé à l'intérieur de notre famille et on a peur d'être exclu. Donc ces loyautés, même si elles sont contraignantes, elles trouvent leur origine dans une forme d'amour. En restant fidèle aux blessures et aux schémas familiaux, on cherche à honorer nos ancêtres. On continue à vouloir faire partie de cette famille. C'est important. C'est important de se sentir faire partie d'un cercle familial. Mais parfois, elles peuvent aussi être motivées par la peur d'être rejetée par le clan ou de trahir une mémoire familiale. Donc c'est important de se rendre compte que parfois on reproduit des choses sans s'en rendre compte. Et une fois qu'on en prend conscience, on peut s'en libérer. Si on n'en a pas pris conscience, on ne peut pas s'en libérer. Ces loyautés familiales, elles peuvent être subtiles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir coupé les ponts avec leur famille parce qu'elles ne s'entendent pas. Et au final, le fait d'avoir coupé les ponts avec leur famille les fait se replier sur elles-mêmes et empêche leur expansion. C'est comme si elles refusaient cet héritage familial, elles ne voulaient pas porter les mémoires de cette famille, mais qu'en se coupant de ces héritages, finalement elles reproduisent exactement la même chose. Comme elles réagissent contre cet héritage, elles n'en veulent pas, elles obtiennent les mêmes conséquences. C'est-à-dire que sur leurs descendants et sur elles-mêmes, il y aura exactement les mêmes conséquences que si elles avaient, et même parfois des conséquences plus graves que si elles avaient fait face à leurs schémas familiaux répétitifs. Prenons par exemple l'exemple d'une famille dont un enfant a coupé le lien avec ses parents parce qu'il considère ses parents comme des parents qui n'ont pas été à la hauteur et qui ne lui ont pas apporté ce qu'il désirait pour grandir. Cet enfant coupe les ponts avec ses parents. Cet enfant lui-même a des enfants. Et il va se retrouver, dans la plupart des cas, confronté à une crise par ses enfants, une crise qui va faire que ses enfants vont eux-mêmes couper avec lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est juste, on répète le schéma familial. Je montre à mes enfants qu'il est possible de couper les ponts avec ses parents. Les enfants apprennent par la répétition, par l'inconscient. Donc les enfants enregistrent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'il est possible de couper les ponts avec ses parents si ses parents ne correspondent pas aux attentes qu'on veut d'un parent idéal. Et comme tout le monde le sait, je pense, à l'adolescence, nos enfants rentrent en rébellion contre nous parce que dans tous les cas, nous ne sommes pas un parent idéal. Même si on fait du mieux possible, même si on fait avec toutes nos capacités, nos enfants seront toujours déçus de ce qu'on leur apporte. Et c'est bien là où la crise d'adolescence est importante, c'est de se mettre en rébellion contre la société, contre les parents, parce que on se rend compte qu'ils ne sont pas des super-héros, que la société n'est pas parfaite et que nos parents ne sont pas des super-héros. Et à ce moment-là, comme le parent n'a pas fait face à son schéma familial répétitif, le fait d'avoir coupé les ponts avec ses parents pour ne pas être confronté à ce qu'il avait à travailler, il va devoir faire ce travail avec ses enfants qui vont répéter ce schéma. Surtout que la plupart du temps, le parent n'aura pas expliqué pour quelle raison il a coupé les ponts avec ses propres parents. Donc l'enfant ne pourra avoir cette option que de reproduire
pour pouvoir libérer ce traumatisme que le parent n'a pas travaillé. Donc les traumatismes non exprimés, les secrets de famille, sont souvent au cœur de ces loyautés. Une émotion refoulée, comme la honte, la colère, peut se transmettre tant qu'elle n'a pas été reconnue et acceptée. Comment on fait pour identifier et libérer ces loyautés ? Pour identifier les schémas de loyauté familiale, le génogramme, le génosociogramme est un outil précieux. Il retrace les événements marquants, les émotions associées dans un arbre généalogique. On peut y mettre en lumière les répétitions, les influences inconscientes, avec qui nous sommes en lien, quels sont les traumatismes qui ont été vécus par nos ancêtres, qui est important dans la famille et par exemple qui a été totalement effacé, est-ce qu'il y a des personnes qui sont absentes de cet arbre, ce qu'il a pu se passer. On peut faire plein de suppositions quand on regroupe les informations et quand on les recoupe. Donc quand on fait ce génosociogramme, c'est important de se poser les questions de quel schéma se répète dans ma famille. Est-ce qu'il y a des dates, des événements qui reviennent? Et ça peut amener à révéler des liens insoupçonnés. C'est-à-dire qu'ils sont là, posés sur l'arbre, mais on n'en avait pas pris conscience dans la vie quotidienne. Poser cet arbre, ce génosociogramme ne se fait pas en une séance. C'est vraiment sur plusieurs séances et le plus important, c'est de le poser de façon inconsciente. De mettre les événements marquants, de mettre les dates. Les dates, c'est hyper important pour se rendre compte des schémas répétitifs, de ce qui peut se répéter à l'intérieur d'une famille. Et pour se libérer de ces loyautés, il existe plusieurs approches. La psychogénéalogie en est une. Donc c'est pour explorer les liens familiaux, voir ce qui s'est joué. Quand il nous manque des informations, quand on n'a pas l'histoire de notre famille, quand on ne sait pas, tout simplement, quand personne n'est là pour nous raconter ce qui s'est passé dans la famille et nous donner les grandes dates, on peut faire des constellations familiales. Ça va aider à mettre en lumière ce qui n'a pas été dit et exprimé et qui peut nous empêcher d'avancer. Ça va rééquilibrer les énergies à l'intérieur d'une famille, ça va révéler les secrets. Les constellations familiales sont quand même un outil très très intéressant quand on n'a pas toutes ces données et qu'on ne peut pas poser notre arbre de façon efficace, je dirais. Et puis, il y a aussi la méditation, le travail énergétique qui peut aider à apaiser les mémoires inconscientes, nous aider à avancer et de se libérer des loyautés qui nous desservent dans le quotidien. Je pense que c'est important de préciser que se libérer, ce n'est pas rejeter sa famille. C'est reconnaître son héritage et choisir consciemment son propre chemin. Est-ce que je choisis de reproduire ou est-ce que je choisis de vivre ma propre vie ? Le transgénérationnel nous enseigne que nous sommes à la fois les héritiers et les créateurs de notre histoire. En comprenant et en libérant les loyautés familiales plus pleinement, on peut le vivre pour soi, tout en gardant cet héritage positif de nos ancêtres et en se libérant de l'héritage négatif. Dans le prochain épisode, je vous propose d'explorer un sujet qui va être tout aussi captivant et en lien avec ce transgénérationnel. On va explorer la symbolique des prénoms et ce qu'ils révèlent sur notre histoire familiale. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de La vie nous enseigne.